Didier Mbokolo a dit que de Dakar, il va essayer de voir comment ça s'est passé. Nos amis de province qui n'ont pas pu être là pourront suivre la conférence à partir de lundi sur notre site internet. L'idée est vraiment maintenant de pouvoir occuper le terrain et d'être en même temps présent, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se disent pour, contre le crâne, contre les noirs et tout ça. Il faut que nous ayons nos propres lieux de pensée. Nous avons des gens très intelligents. Moi, mon obsession, c'est justement de faire connaître ces personnes et qu'elles puissent aussi discuter publiquement pour qu'on n'ait pas tous les mêmes en train de dire les mêmes bêtises, quoi. Et donc voilà, je remercie Louis-Georges, Afoulaye, Claudine qui sont là. Il y a d'autres personnes qui doivent arriver qui m'ont dit qu'ils essaient de trouver un transport en commun pour arriver. Alors, ce qu'on va faire, je vais passer la conférence d'Éric Mbokolo et ensuite Louis-Georges et Afoulaye vont intervenir. Claudine doit intervenir pour des questionnements, tout simplement, pas en tant que conférencière, mais comme personne qui se pose certaines questions. Voilà. Bonjour à tous, je voulais vous remercier d'être venus malgré les grèves, la semaine a été dure et on est là, donc on va essayer de débattre ensemble. Ce que je voulais vous dire, c'est que les universités du monde noir font partie du troisième axe de la stratégie du CRAN. La première ayant été la version médiatique, la saisie de l'opinion publique. La deuxième, c'était l'ancrage politique avec les législatives, d'abord les présidentielles, ensuite les législatives et bientôt les municipales. Le troisième axe, c'était l'ancrage social. Donc l'ancrage social, c'est essayer de promouvoir l'image des Noirs et les savoirs et favoriser les dialogues entre toutes les composantes de la société française. Cet ancrage social et ces formations, ces informations que nous allons faire dans cette année, l'année prochaine, dans les futures années, répondent à une demande sociale, une recherche de vérité, une quête de vérité. Elle répond aussi à un malaise. Je suis antillaise et il y a effectivement en ce moment une scission entre antillais et africains. Alors ce malaise, le CRAN a voulu essayer d'amorcer un débat là-dessus, de façon à favoriser la connaissance, le questionnement et faire en sorte de favoriser une réconciliation entre Africains et Antillais. Alors, la nécessité de cette information est de trouver la source de cette division, de cette incompréhension, de cette distance qu'il y a. Nous l'avons constaté au niveau politique de nombreuses fois. Et cette distance est contre-productive pour la question noire que nous voulons valoriser et mettre au cœur de la politique française. Donc, est-ce que ce malaise vient de la mondialisation, de l'accélération du côtoiement qui provoque des tensions, parce qu'on n'a pas forcément le temps de se connaître? Ça peut être une possibilité. Moi, je pencherais pour une autre option qui est certains courants littéraires. Il y a eu la négritude avec Aimé Césaire qui a prôné un retour à l'Afrique et une revendication de l'Afrique. Alors le retour à l'Afrique, pour moi antillaise, moi je ne suis jamais allée en Afrique, c'est pas aller chercher, pas forcément retourner en Afrique, mais c'est retrouver sa boussole pour que dans sa vie quotidienne on puisse se fixer un cap. Donc retrouver le tronc commun, retrouver ses origines, etc. Et il y a eu après la négritude, la créolité qui est arrivée avec Chamoiseau, Raphaël Confiant, etc., Barnabé, et qui ont donné deux aspects dans la créolité, un côté, je dirais, dynamique et un côté obscur. Donc, pour le côté dynamique, il y a évidemment la valorisation de la diversité, la valorisation du processus actif de la créolisation qui est le fait de pouvoir s'adapter partout dans le monde avec le territoire, la langue et les croyances du terrain, je dirais, donc quelque chose qui est en mouvement et qui provoque des identités plurielles, hein, donc sur lesquelles on peut, suivant les circonstances, utiliser.
Et puis il y a un autre côté qui rejette l'Afrique. Et moi personnellement, en tant qu'Antillais, ça me gêne beaucoup, parce que je pense que ça crée chez les Antillais un conflit identitaire. Nous sommes une identité mosaïque, hein, comme le dit Ernest Pépin, et j'aime beaucoup cette idée, parce que c'est positif, c'est quelque chose de riche. Mais quand une identité conflictuelle, on ne peut pas, je dirais, on ne peut pas se positionner. On gère beaucoup plus par l'affectif, on a beaucoup moins confiance en soi, et je pense que ça peut provoquer des incompréhensions et une haine de l'autre, et on ne peut pas construire sur la haine de l'autre. Donc je compte beaucoup sur ces formations pour nous aider à comprendre pourquoi nous n'acceptons pas, nous Antillais, cette part d'africanité, qui est pour moi plus une richesse qu'un inconvénient. Et ce que je voudrais aussi comprendre, c'est pourquoi aussi les Africains ne reconnaissent pas aussi notre identité, puisqu'on nous appelle Bounty, négropolitain, etc. Bon, ce sont des choses ici qui touchent les Antillais. Donc je crois que le CRAN est là aussi pour ces questionnements, pour que chacun puisse effectivement s'exprimer, dire ses idées, pourquoi du comment. Et je pense que les éclairages de nos experts vont nous forger à nous forger une opinion. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous mettons en place une stratégie d'information parce qu'effectivement, dans le domaine de l'éducation, qui est quand même la matrice des consciences, il y a, tout le monde le sait, des falsifications de l'histoire, des trous de mémoire, etc. Et donc, c'est vrai que l'histoire antillaise, nous ne la connaissons pas bien, et ni l'histoire africaine d'ailleurs. On dit que c'est l'histoire des Noirs, non, ça fait partie de l'histoire de France. Donc, effectivement, comme pour l'instant, ce n'est pas enseigné, à nous, associations, membres associatifs, acteurs sociaux, de trouver des stratégies pour faire passer l'information. Et dans le domaine associatif, il y a de nombreuses idées. Donc, nous allons commencer à pallier ce défaut par un premier séminaire. Donc, je vous souhaite un bon colloque. J'espère qu'il sera fructueux en débat. Et je vais donner la parole à un autre intervenant. Merci. Combien de temps à peu près? Puisqu'on a, faut que je rattrape 20 minutes. 20 minutes? D'accord, très bien. Alors, merci. Effectivement, je suis très heureux d'être là, même un peu intimidé. Vraiment, je vais poursuivre dans les pas des questions que pose Claudine. L'une des questions qui se pose à nous, c'est comment concilier, au fond, la question noire et la question créole. Alors, je devrais d'abord commencer par relativiser cet apparent divorce. Car s'il y a aujourd'hui des associations antillaises qui semblent être dans le conflit, ce n'a pas toujours été le cas. Par exemple, le CIFORDOM et également d'autres associations importantes qui ont été extrêmement actives dans les années 80-90, au contraire, ont prôné l'union des Antillais et des Africains, la concorde, dans une logique au fond assez proche de celle que nous faisons. Donc, on pourrait citer beaucoup d'associations, énormément, ces associations existent encore aujourd'hui, qui jusqu'à il y a 10 ans étaient extrêmement actives et avaient un discours d'union. Et ce n'est qu'aujourd'hui, à vrai dire, que la désunion parfois semble l'emporter sur l'union, et c'est ce qui est fâcheux. Alors, puisqu'il s'agit de voir dans quelles conditions on peut réconcilier la question noire et la question créole, je voudrais battre en brèche un certain nombre d'opinions caricaturales et évidemment antagonistes. Par exemple, je voudrais commencer en expliquant pourquoi parler de la question noire, c'est pas forcément si mauvais, et continuer ensuite en expliquant pourquoi parler de la question du métissage, c'est pas forcément si bon. Pareil, parler des communautés, c'est pas forcément si mauvais, et parler de l'universalisme, c'est pas forcément si bon. Et donc vous verrez qu'il y a là un certain nombre d'outils intellectuels que je vais essayer de déconstruire pour que les oppositions tranchées apparaissent un peu moins brutales et qu'on réfléchisse un peu mieux avec un peu plus de complexité. Alors sur le premier point, dire que parler de la question noire, c'est pas forcément si mauvais. Au fond, je n'aurai pas besoin de discuter beaucoup pour vous en convaincre. Je rappellerai tout de même que cette question-là a une histoire. Et évidemment, Elikia en parlait déjà, et on pourrait remonter au moins au XVIIe ou au XVIIIe siècle, rappeler que cette question noire a été évoquée
par des Noirs, mais aussi par des Blancs. On peut penser à des intellectuels comme Voltaire ou comme Montesquieu, de l'esclavage des nègres. Également le nègre de Suriname, dans Candide. Rappelez-vous aussi la Société des Amis des Noirs, qui comportait des gens comme Olympe de Gouges, nous avions travaillé sur elle l'année dernière, mais aussi l'abbé Grégoire, également Lafayette, qui font partie des grands noms de cette époque révolutionnaire, que personne n'a jamais accusé d'être communautariste, que je sache. Et ces gens ont porté la question noire, ils ont accompagné et favorisé l'émancipation, l'abolition de l'esclavage, et tout cela me paraît remarquable. Au XIXe siècle également, la question noire existe en France, au XXe siècle également, pensons à l'étudiant noir, la revue dans laquelle écrivent Senghor et Césaire, pensons également à Orphée noir, le texte de Sartre, pensons à l'anthologie de poésie nègre et malgache, enfin bon, la revue Nègre, etc. Nègre et noir sont d'ailleurs synonymes de ce langage, et cela veut dire que jusqu'aux années 60, 70 même, il y a une très forte présence de la problématique noire en France, et qui est portée par des Blancs comme par des Noirs ou par des Métis. Donc cette question noire a une histoire, c'est pas subitement en 2005 qu'on s'est réveillé, et bien entendu, Elikia a raison de souligner que l'innovation doit malgré tout penser les traditions et l'inscription des traditions, car on ne peut pas penser ce qui est nouveau si on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Donc vous voyez que cette histoire existe dans la longue durée. Mais direz-vous, pourquoi y a-t-il un tel effet de surprise en 2005? On a parlé d'année noire. Pourquoi est-ce que c'était nouveau, finalement? Eh bien, c'est parce que depuis les années 70, la question noire dans le champ politique avait été reléguée au second plan, et d'abord par les Noirs eux-mêmes. En effet, il y a un certain nombre d'intellectuels importants qui, dans les Antilles, et notamment en Martinique, ont élaboré un certain nombre de réflexions de qualité sur la créolité. On pense évidemment à Glissant, on pense à Confiant, même si sur d'autres positions on peut être en parfait désaccord avec lui, etc., etc. Et le problème, c'est que cette créolité n'est pas une pensée en plus qui enrichit,